Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal, avec qui je jase avec plaisir depuis déjà un bon bout de temps. Renaud, d'abord, bienvenue à nouveau. Ben, merci de me recevoir à nouveau, c'est toujours un plaisir. Renaud, tu veux me parler, c'est très intéressant, tu veux me parler de tarifs, c'est-à-dire les tarifs canadiens, non pas tout le temps Donald Trump, les tarifs canadiens qui sont imposés ici, à l'extérieur, etc. C'est quoi l'incidence au final? Démêle-moi ça, le chiffre à l'appui. C'est très intéressant ce que tu m'as envoyé. Je veux que tu me fasses un résumé, et comme d'habitude, qu'est-ce que tu préconises? Puis après, on se pogne. Non, mais... Ben, absolument. mais je pense que faut d'abord reconnaître que quand on dit le terme tarif, ce que ça veut dire, c'est que c'est une taxe à l'importation. Puis qui paie une taxe, c'est les consommateurs, c'est les entreprises qui utilisent ça. Donc, de la même façon que les tarifs américains sont une taxe sur les Américains, les contre-tarifs canadiens sont une taxe sur les Canadiens. Puis on a des chiffres qui sont sortis. Le ministère des Finances au fédéral fait ce qu'on appelle le Fiscal Monitor. Essentiellement, c'est un bulletin qui dit voici l'état de nos revenus puis de nos dépenses mois par mois et qui montre l'évolution que ça avait par rapport à l'an dernier. Et ce qu'on voit, c'est que pour les mois d'avril et mai cette année, les revenus de tarifs douaniers au Canada sont passés à 2,3 milliards au lieu d'à peu près 800 millions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, essentiellement, les contre-tarifs qui ont été posés sur les produits importés américains ont coûté 1,5 milliard de plus aux familles canadiennes sur 2 mois, ce qui veut dire à peu près 81,50. Ça n'a pas l'air d'être trop qu'on dit ça, mais encore une fois, on parle uniquement de 2 mois ici. Si la situation persiste jusqu'à la fin de l'année, on peut s'attendre à avoir essentiellement un trou de 550$ dans les budgets des familles canadiennes en moyenne. OK, je t'arrête tout de suite, Renaud. De ça directement. Alors ça, c'est important par contre, parce que moi, je prends ton chiffre brut, mais la réalité, c'est que, puis j'ai lu en fin de semaine un article dans Le Monde qui parlait exactement de ça pour dire que Trump est en train de gagner son pari. Il l'a probablement amené de façon bien trop bizarre à coût de 100%, 50%, mais le 15% qu'il vient de mettre à l'Union européenne, ça risque d'être très gagnant pour lui. Puis si c'est pas gagnant pour les autres, il travaille pas pour tout le monde, il travaille pour les Américains. Mais par contre, le point que je veux t'amener... Attends une seconde. Par contre. Oui. Je veux juste t'amener sur un truc. Quand tu dis ça coûte ça aux familles, en voulant dire aux consommateurs, t'es pas sans savoir qu'il y a une partie que le fournisseur extérieur, mettons, belge, qui vend au Canada, ben il y a une portion où ce que lui, il se dit, OK, m'a te vendre un petit peu moins cher, j'absorbe un peu ton tarif. La compagnie, des fois, absorbe et le consommateur absorbe, mais pas 100%, Renaud, t'es d'accord avec moi? Oui, absolument. Puis je pense que première chose qu'il faut faire une distinction. Je suis d'accord avec la conclusion du monde qui dit essentiellement Trump a gagné. Il faut faire par contre une distinction. Trump a gagné, c'est pas la même chose que les États-Unis ont gagné. Les Américains ont perdu. Puis là-dessus, c'est très, très clair. C'est intéressant, les tarifs annoncés par le président Trump, selon la Tax Foundation des États-Unis, c'est une augmentation de taxes de 1 700$ par ménage aux États-Unis. Donc, il faut vraiment faire une distinction ici. Trump gagne, c'est pas la même chose que les États-Unis qui gagnent. Au niveau après ça de la part des tarifs qui est passée aux consommateurs, tu as parfaitement raison, c'est quelque chose qui est réparti, mais une famille n'est pas uniquement des consommateurs. Une famille, c'est aussi des travailleurs, c'est aussi des propriétaires. Généralement, ce qu'on voit, c'est que les tarifs sont passés de plusieurs façons. Il y a une part qui est passée en augmentation des prix pour les consommateurs, mais il y a une autre part qui est passée aussi en baisse de salaire ou en augmentation de salaire moindre que ce qu'il aurait été. C'est quelque chose qui fait une différence, mettons, entre une augmentation de 4% puis 2% une année et effectivement aussi en coupure de job ou en coupure d'heures travaillées. C'est pour ça qu'on le met vraiment par ménage. C'est qu'ultimement, les ménages sentent cet effet-là, mais de plusieurs façons différentes. Et d'ailleurs, c'est très vrai, oui, il y a des entreprises aux États-Unis qui vont sentir des effets de ces contre-tarifs-là, mais ils vont sentir des effets parce que nos ménages ont moins les moyens d'acheter ces produits-là, doivent se tourner vers des alternatives qui sont plus coûteuses, notamment. Il faut voir que, par exemple, au niveau des prix de l'épicerie, écoutez, des produits comme le jus d'orange ont été ciblés par ces contre-tarifs-là. Quand une épicerie regarde où est-ce qu'elle va acheter son jus d'orange, elle peut l'acheter aux États-Unis et payer ce 25%-là, ou elle peut l'acheter au Maroc ou à un autre endroit où elle n'achetait pas autrefois parce que ça coûtait trop cher, mais où aujourd'hui, ce 25% de tarif sur les Américains fait en sorte que c'est là qu'elle va. Donc, ultimement, l'impact sur les familles est quand même très, très, très important. C'est un peu ça qu'on veut dénoncer. Je pense que faut faire une distinction, encore une fois, entre qu'est-ce qui est une victoire pour Trump puis qu'est-ce qui est une victoire pour le peuple américain. Puis je pense que c'est important aussi dans notre réplique aux Américains de voir, essentiellement de s'assurer dans notre réplique aux Américains
que c'est pas nous autres qui nous tirent dans le pied. Puis c'est un peu ça, les contre-tarifs, c'est que c'est nous qui se tirons dans le pied. Quand on regarde vraiment dans l'historique donc de la libéralisation des échanges, des ententes de libre-échange qui ont été faites, des diminutions tarifaires, ce qu'on voit, c'est que, ça a été très, très, très bénéfique. Au Royaume-Uni, en fait, dans les années 1800, il y avait les Corn Laws, qui étaient des tarifs douaniers assez faramineux sur l'importation de céréales. Lorsque ça a été aboli, on a vu directement une diminution des prix de 9% pour l'alimentation. C'est quelque chose qui était très, très, très régressif, donc, comme taxe. Ben, de la même façon, on a vu que progressivement, les abolitions, les réductions de tarifs dans le temps ont créé plus de prospérité et beaucoup d'entre elles sont venues de manière unilatérale. Donc, pas dans une entente où on dit, ben, on baisse nos tarifs si toi, tu baisses tes tarifs. Ouais. C'est plutôt un point où on dit, on va arrêter de se taxer nous-mêmes et de restreindre notre prospérité de la sorte. L'Australie, par exemple, dans les années 80, l'Australie a commencé à diminuer ses tarifs sur les produits manufacturiers progressivement. Le résultat, c'est que son économie a aussi augmenté de manière beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est des meilleurs salaires, plus d'entreprises, plus d'emplois. La Suisse, en fait, pas plus tard que l'an dernier, a aboli complètement ses tarifs sur les produits industriels. Pourtant, l'économie suisse va très, très bien. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que ce protectionnisme-là, on a tendance à dire que le protectionnisme, c'est bon pour le producteur puis mauvais pour le consommateur. Ça oublie que le producteur est aussi un consommateur de biens. Par exemple, nos alumineries. Ben, nos alumineries, la matière première, ça n'est pas une matière première qu'on a au Canada. On l'importe d'ailleurs. Ben, lorsqu'il y a des tarifs sur cette matière première importée, nos alumineries en souffrent. Donc, le fait de réduire le coût des intrants, de réduire le coût de ces produits-là, ça nous permet d'être plus concurrentiels et d'essentiellement d'exporter davantage, de développer nos marchés davantage, d'avoir des meilleurs jobs pour le monde. Ce matin, Renaud, dans la presse, il y a la présidente des chambres de commerce du Québec qui illustre que, quelque part, dans les tarifs que Trump est en train de mettre, où il y a aussi un amorce de victoire, c'est qu'elle dit, moi-même, elle dit dans mes membres, il y en a de plus en plus qui disent, ben, coudonc, on va aller s'installer aux États-Unis, plutôt que de grandir l'usine ici, pour éviter ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je pense que faut voir que le terme donné, c'est pas le pluriel d'anecdote. Essentiellement, les tarifs américains, puis je pense que le président Trump a été très bon pour essayer de cibler quelques exemples d'entreprises qui vont aller s'établir aux États-Unis pour cette raison-là. Mais ultimement, pour beaucoup d'entreprises, ce que les tarifs veulent dire, c'est que peut-être que pour fournir le marché des États-Unis, elles vont s'établir aux États-Unis. Mais lorsque vient le temps de fournir le reste du monde, elles vont s'établir ailleurs. Je pense qu'un des plus gros exemples, en fait, à ce niveau-là, c'est toute la question de l'aluminium et de l'aviation. Le plus grand exportateur américain en termes de valeur, c'est Boeing. Boeing produit des avions, c'est quelque chose qui coûte cher, puis ils en produisent beaucoup par année, puis sont consommés partout dans le monde. Et pour faire un avion, on a besoin de beaucoup d'aluminium. Les États-Unis produisent à peu près 600 000 tonnes d'aluminium. Ça a l'air d'être énorme, mais ils en consomment au-delà de 4 millions de tonnes par année. Okay. 600 000 puis 4 millions, c'est deux chiffres qui sont très différents. Et lorsque le président américain vient augmenter les tarifs de 50% sur l'aluminium, peut-être que ça va faire l'ouverture de quelques alumineries additionnelles aux États-Unis, mais produire l'aluminium, ça veut dire qu'il faut énormément d'énergie abordable. C'est quelque chose qu'on a au Canada, c'est quelque chose qu'on a au Québec, notamment avec nos barrages hydroélectriques, on a cette chance d'avoir une quantité incroyable d'énergie à des prix qui sont abordables. Aux États-Unis, ils n'ont pas cette même dynamique-là et les tarifs ne vont rien changer à ça. Une entreprise comme Boeing, présentement, a peur. Parce que oui, probablement qu'elle va construire le marché américain parce qu'il n'y aura personne qui sera plus avantageux pour fournir le marché américain. Mais lorsqu'il vient le temps de vendre des avions en Asie, en Europe, dans le reste du monde, ben, il y a une entreprise qui est son principal concurrent qui n'a pas besoin de payer ces tarifs-là, puis c'est Airbus. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que dans la chaîne d'approvisionnement, oui, ça va aider la première entreprise qui va être aidée par les tarifs, mais tout le monde par après va en souffrir. Oui, il y a une chaîne dans tout ça. Là. Merci Renaud Brossard, exactement. VP Communication, Institut économique de Montréal. On se parle bientôt. À bientôt.